Bonsoir, nous voilà tous réunis pour parler du pire, pour parler des 7 écorchures les plus grossières, les plus sévères de cette année 2017. Votre hôte Epixei sera là pour présider la seconde cérémonie des 7 plaies concernant l'année 2017 est donc bel et bien ouverte. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde cérémonie des 7 plaies. Donc je rappelle qu'il s'agit donc d'un classement que j'ai préparé moi-même selon les perceptions que j'ai eues sur les films en question de cette année 2017, les 7 pires à mon sens, que ce soit au cinéma, des critiques que j'ai pu faire ou des critiques que je n'ai pas faites, que j'ai vues plus tard à la télévision, voilà, concernant des films que j'aurais vus en dehors de mes critiques. Voilà, c'est juste sur cette année, les 7 plus mauvais films, ceux qui m'ont vraiment fait beaucoup de mal parfois, ceux qui m'ont fait grimacer, c'était absolument affreux, mais ça ne concerne que moi, ce n'est pas du tout un avis objectif. Et je vais devoir vraiment me défendre bec et ongle sur certains parce que je sens déjà que je vais me faire mitrailler, mais encore pire que l'année dernière. En fin, bien sûr, de vidéo, je vous proposerai la cérémonie de l'an dernier concernant les films de 2016. Premier point à préciser avant même de commencer le classement, déjà. Par rapport à l'an dernier, j'ai fait un petit pourcentage concernant les 40 critiques qu'il y a eu cette année. Ça regroupe donc 15 mauvais films, 15 mauvaises critiques, 15 retours perdants. Ce qui donne donc 37,5% de mauvais films vus au cinéma cette année dans ma chaîne. Parmi lesquels vous allez bien entendu retrouver le pire du pire, le plus mauvais du mauvais, dans ces 7 plays de 2017 qui commencent tout de suite. Voici donc la 7ème play, le film Mother, que j'ai vu il y a peu. Je ne voulais pas être trop méchant avec ce film, c'est pour ça qu'il se trouve plutôt en 7ème place, parce que l'air de rien, beaucoup de gens ont vraiment apprécié, mais je pense que beaucoup de gens ont exagéré aussi, parce que c'est un film qui n'a pas non plus la portée d'être le chef-d'œuvre que tout le monde attend. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, j'ai dit c'était un film vraiment très compliqué, donc pour retracer un petit peu, c'était très métaphorique de la Bible et de la foi, et ça n'était pas du tout vendu comme ça, ce n'était pas du tout à ce film-là que je m'attendais. C'est ça qui est dommage en soi déjà, c'était un mauvais point de départ, c'est de ne pas avoir vraiment bien vendu le film, de ne pas vraiment l'avoir associé à ce qu'il devait être vraiment, un vrai moins de 12 ans. Comme je l'avais dit, c'était un moins de 12 ans, mais j'avais pas vraiment affaire à un film d'horreur, j'avais pas vraiment affaire à un film de suspense, j'avais affaire à un film qui patientait, qui tirait en longueur, qui avait pas vraiment envie de me faire quelque chose de commun, ça c'est vrai, mais dans un sens du coup ça retombait totalement à plat et c'était pour le coup pas très intéressant, vraiment fouillis, très bordélique, il n'y avait pas vraiment de transition logique, c'était vraiment hyper particulier et c'est pas à la portée de tous. Donc il y a quelque chose qui s'est planté, qui aurait vraiment pu être meilleur quand on parle de religion. Moi je prends des films comme Le Da Vinci Code par exemple, etc. Les aventures de Robert Langdon dans Ange et Démon aussi. Ça peut être des sujets véritablement passionnants s'ils sont bien traités, ça peut toujours être hyper intéressant. Il y a vraiment des choses à travailler, à construire avec les croyances, avec justement tout ce que tu peux apporter autour de la foi et tout ce que tu peux apporter autour de toutes les conséquences, ce que ça apporte. Malheureusement, le film choisit seulement d'être un vulgaire schéma, une vulgaire démonstration, mais vraiment concentrée, très concentrée et à la fois longue, c'est ça qui était bizarre, de tout ce que tu peux interpréter autour de la foi. Mais il n'y avait pas que ça non plus, parce que je disais, c'était assez réducteur de limiter le film à ça, mais même tous les petits trucs qu'il y avait en dehors de ça à côté, tous les petits essais, les petites subtilités n'étaient pas non plus super travaillés. C'était chiant. J'ai vu Jennifer Lawrence trop sage, trop calme, qui se laisse bouffer. Alors oui, certains diront que c'est son rôle de se faire bouffer dans le film, certes, mais ça n'avait pas non plus une explication logique, il n'y avait pas vraiment une défense de sa part. Et voilà, non, ça m'a vraiment pas plu. 6ème play de ce classement, c'est un film qui est sorti il y a peu de temps, et là je vous l'ai dit, c'est vraiment le film de l'année qui vous a pris pour des jambons. Donc l'année dernière, c'était Ami Public, cette fois-ci, c'est Star 80, la suite. Bon, j'en ai parlé récemment, je vous invite là aussi à aller voir la critique qui est sortie il y a peu de temps. On ne peut pas faire pire dans le genre... J'essaie de faire un film pour la catégorie de fans qui ont apprécié le premier, qui aiment les années 80, mais tu peux pas faire pire pour les décevoir. C'était vraiment le pire du pire, quoi. Je sais même pas si ça partait de cette intention-là de leur faire plaisir ou pas, parce qu'à mon avis c'est avant tout très commercial et profondément inutile. Mais alors en plus de ça, comme j'ai pu le dire, ils te resservent des plans qui ont déjà servi dans le premier film pour les incorporer dans cette suite toute pourrie, qui n'est ni plus ni moins qu'une redite des bronzés font du ski, totalement à plat, où il n'y a même plus ce côté années 80, avec des concerts sur scène, des chanteurs qui mettent le feu et qui apportent cette petite touche justement de nostalgie. Il n'y a plus ça du tout. Les intrigues sont foirées, les nouveaux personnages sont pas intéressants. Jean-Marc Généreux, j'en avais parlé, c'est de la merde. Et franchement, je sais pas,
il est presque indigne de ce classement, je dirais. J'ai même, c'est grave d'en parler. Même dans le classement des pires films, je pense que c'est le film dont il faut même pas parler parce qu'il mérite même pas d'exister. Donc voilà, il pourrait être encore plus bas dans le classement. Mais après, on va bien sûr parler des grosses déceptions qui sont peut-être, voilà, les films qui sont peut-être bons, mais voilà, ça c'est juste une pure merde qui n'aurait jamais dû exister. Et justement, puisqu'on commence à parler de déception, quand on parle de plaies, c'est forcément des films aussi qui m'ont foutu une belle désillusion dans la gueule, mais là dans le mauvais sens du terme, hein, parce que des désillusions réussies, il y en avait comme Star Wars 8, certes ça n'a pas plu à tout le monde, mais les désillusions pouvaient être réussies dans cet épisode, comme je l'ai dit. Mais alors pour ce qui est de cette 5ème plaie Spider-Man Homecoming, que j'ai revu il y a peu de temps d'ailleurs, ça faisait partie des cadeaux de Noël de mon frère et je lui ai piqué, je n'arrive toujours pas à digérer ce film qui a totalement chié le Marvel Cinematic Universe. C'est peut-être gros de dire ça, mais c'est la vérité. Les incohérences de timeline, 2 mois plus tard, 8 ans après, sont totalement flinguées. Les âges des persos sont foutus. Peter Parker est censé avoir 15 ans, alors que dans Civil War, on n'avait pas vraiment l'impression que c'était le cas. Il est au lycée, enfin je sais pas, c'est totalement planté, ça marche pas du tout. J'ai détesté aussi le scénario, le cadre du film qui n'est pas du tout dans New York, ou c'est quoi, tu vois 15% de New York dans le film, ça n'allait pas du tout, j'ai vraiment... Plus ça va, plus je le déteste. En sortant, j'étais déçu. Là, je suis en train de le détester parce que, comme je l'avais dit, c'est à cause de ce film-là aussi si les Amazing se sont interrompus subitement alors que ça marchait plutôt pas mal. Et moi, j'étais assez fan de Amazing. Voilà donc le principe d'un film du Marvel Cinematic Universe qui partait avec les meilleures intentions et qui a quand même foutu un bordel monstre, et intentionnellement. Parce que là j'ai vraiment l'impression que... Moi, je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui ait laissé couler ce film, parce qu'il y a eu des déçus, je sais que je suis pas le seul, mais qu'on n'en parle pas autant, c'était vraiment nul à chier. Il y a vraiment certains concepts qui ont tout foutu en l'air, qui n'ont pas du tout marché. Le concept du costume à la Iron Man avec 50 possibilités, 50 fonctions, un Peter Parker qui certes était insupportable, mais beaucoup trop, qui parle pour ne rien dire. Il y a des fois des films où les dialogues sont cucu, mais alors là, il y a beaucoup trop de dialogues. Le mec qui a écrit les dialogues, mais il a dû écrire un pavé, quoi. Il y a énormément de dialogues profondément inutiles, pas rigolos, des personnages assez discutables, on retrouve pas du tout les mêmes, et forcément, comme il y a eu plein de Spider-Man avant, on n'a pas du tout envie de vous raconter l'histoire de Spider-Man. Et moi, si t'as pas envie de me raconter l'histoire de l'oncle Ben, de Spider-Man, et qu'en plus de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose de neuf, il n'y a rien du tout, c'est vide, et c'est une vraie coquille vide qui est venue là avec de la prétention d'arriver, mais qui n'apporte rien, quoi, qui n'est pas du tout au niveau. Seule chose que j'ai profondément adoré dans ce film, c'est le vautour qui vient peut-être un peu redresser le niveau, heureusement. Mais c'est le pire Marvel que j'ai jamais vu, en tout cas dans le Cinematic Universe. C'est vraiment le pire. La 4ème plaie, Kong Skull Island, qui là, bon, avec le recul, j'en ai beaucoup plus rien à foutre de ce film. Mais moi je trouve ça odieux pour les fans de King Kong, pour les gens en général, pour le public du cinéma, d'offrir ce genre de film. Ça c'est un téléfilm le truc, quoi. Bon, bien sûr, après plus on va avancer, plus on va parler de téléfilm, bien entendu, parce que j'ai vraiment pas l'impression d'un budget, d'une classe, d'un travail sur les acteurs, d'une direction artistique, au niveau des échelles, de la cohérence. Là aussi j'en avais parlé dans mon film, dans la critique, pardon. Il n'y a rien de constructif là-dedans. On dirait un mauvais film des années 80 parce qu'il n'y a rien qui vraiment est sauvage dans ce film. Il y a rien de... Même Jumanji qui est sorti il y a peu, j'avais reproché, je me suis dit c'est pas le Jumanji que j'aurais voulu voir, mais au moins on peut pas nier le fait qu'il fonctionne ce Jumanji. Que là ce Skull Island, il fonctionne même pas. Il est complètement naze avec des animaux qui sont même pas monstrueux, c'est juste des animaux au format augmenté, c'est tout. C'est juste des gros trucs qui sont beaucoup plus grands que la normale. L'île est censée être gigantesque, mais j'ai pas l'impression, enfin je sais pas, il y avait des problèmes d'échelle. Elle est censée avoir toujours le même décor, elle est censée être toujours verdoyante, alors qu'il y a des parties où c'est des marécages, des espèces de trucs puants avec voilà, des cimetières avec des airs jaunes et tout, des trucs comme ça. Et ces trucs là, c'est marrant parce que quand tu vois l'île en plongée, quand tu la vois en panoramique, tu vois même pas du tout ces endroits là, donc il y a des incohérences visuelles. Il n'y a rien qui fonctionnait dans ce film. C'est pareil, il n'y a absolument rien qui fonctionnait comme Spider-Man Homecoming. Sauf que ce qui est encore pire, c'est de prendre un mythe comme King Kong et d'en faire quelque chose comme ça, sous prétexte qu'il faut le faire rencontrer avec Godzilla. King Kong, c'est aussi de la poésie, comme j'avais dit, c'est la belle et la bête. Hein, donc au bout d'un moment, je sais très bien qu'avec Kong et avec Spider-Man, on ne voulait pas vous resservir la même sauce. Mais quand même, quand ça fait partie de la base du conte, tu ne peux pas la nier.
Tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas pour faire un truc 100% comique. Et d'ailleurs, c'était pas si drôle que ça, hein, parce que c'est pareil, on sent aussi l'effet de créer un univers où forcément il y aura peut-être un petit peu des vannes pour détendre l'atmosphère, mais ton univers il est même pas flippant, ton King Kong il est même pas attachant. Donc pourquoi voudrais-tu que j'ai besoin de me marrer à côté de ça si en plus j'ai même pas les émotions qui viennent en premier? Ça ne marche pas. Et nous abordons maintenant le podium de ces 7 plays de 2017. La troisième place, bien entendu, alors je pense que là, ce monsieur va bientôt, je pense qu'il va prendre un abonnement dans mon classement des 7 plays, c'est Danny Boone, bien sûr, avec son Red Dingue. Il nous prépare déjà un prochain film, encore sur les ch'tis. Bon. Je suis déjà très en colère contre Danny Boone à cause de ses films toujours plus commerciaux, mais dans un sens, je vais plus trop pouvoir lui en vouloir, parce que les Français en ont envie de ces films aussi, et au bout d'un moment, c'est à eux qu'il faut en vouloir, quoi. Arrêtez de payer pour aller voir ces films. Moi, je suis pas allé le voir au cinéma, et je n'irai pas voir son film sur les ch'tis, encore une fois, là où il passe encore pour un débile, où il fait passer ma région maintenant, puisque voilà, c'est vrai que le Nord-Pas-de-Calais maintenant est incorporé dans ma région, voilà, les Hauts-de-France, il fait passer ma région pour des débiles. La Picardie, c'est pareil, on a aussi quelques racines picardes où on parlait comme ça, d'accord, ok, mais j'aimerais juste qu'on arrête de parler comme ça non-stop de ce truc-là, et d'en faire des débilités. Et Red Dingue, c'est encore ça, mais cette fois-ci avec le Red. C'est les faire passer pour des gros cons. Ce mec arrive à faire du business, arrive à faire de l'argent, en prenant un truc essentiel, des cultures, une histoire, quelque chose d'important, de fondamental, comme le Raid, oui, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup de courage et qui sont là pour protéger, voilà, et qu'on n'en parle jamais, c'est vrai, mais à quoi bon les faire passer pour des gros cons? À quoi bon prendre Alice Paul et la laisser en roue libre totale sur une pauvre fille, une grosse potiche qui fait de la merde, qui fait des gags mais pas drôles et pas du tout sérieux dans un film sur le Raid? C'est sérieux, mec. Quand est-ce que tu vas arrêter tes comédies de merde où déjà tu joues tout le temps dedans et là tu joues encore dans ton prochain film? Arrête d'être le perso central, laisse la place à d'autres, écris mieux tes films, comme ça tu n'es pas acteur à l'intérieur, tu laisses quelqu'un d'autre jouer un rôle et c'est tout. Il faut pas croire que parce que tu es réalisateur, tu dois toujours te prendre toi comme acteur, ça sert à rien. C'est commercial, les films là sont de moins en moins écrits et il le sait. Il le sait qu'il a besoin de moins en moins écrire parce que ces films font toujours des entrées. Alors je vous en supplie, par pitié, là je suis très ferme là-dessus, arrêtez d'aller voir les comédies de Danny Boone. Faites que ce mec, qui a eu du génie, c'est déjà arrivé, hein, faites que ce mec se ressaisisse un jour, qu'il aille vers d'autres trucs parce que, en plus le pire c'est que comme il fait ses films à lui, il joue plus du tout dans d'autres films, hein, ou alors très très peu. Alors qu'il est parfois excellent dans des films où il n'est pas réalisateur, quand il était plus jeune, il était très bon. Donc là, c'est sur lui que je tape encore, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de lui donner à bouffer à ce mec-là. Il faut le priver de ses ressources. Et peut-être que là, il se réveillera. Donc voilà, Red Dingue, catastrophe, hein, troisième place, bien méritée. Bon, il va falloir que je me sauve les fesses avant que je me prenne un déluge d'insultes dans la gueule. Bon, j'ai même pas envie de citer le nom du film parce que voilà, je pense que vous aurez compris que j'ai pas besoin trop d'en rajouter. Bon, là-dessus, je vais essayer de me faire tout petit, hein, mais j'ai trouvé ça trop long. J'ai trouvé ça chiant. Soyez pas trop méchants, s'il vous plaît. Je sais pas, là-dessus, je l'ai pas revu depuis le ciné, mais voilà, bourré d'incohérences là aussi. Alors, je ne nierai pas du tout le fait que c'est sans doute le meilleur film autour de Wolverine, bien entendu, que Hugh Jackman nous sert une prestation de haut vol. J'adhère pas à la gamine. J'adhère pas à l'histoire. Et ce qui me fait encore plus chier, là je prends ça dans le contexte de l'univers X-Men, qui de toute façon maintenant n'appartient plus à la Fox, hein, voilà, c'est terminé, mais bon, ça vous le savez. Mais je veux dire que ce film-là a encore insisté sur le fait que ce soit un one-shot et qu'il fasse partie de l'univers X-Men sans redonner une cohérence, sans donner une origine, sans donner un avenir, voilà. Le problème c'est que je sais pas du tout d'où sortent tous les éléments de ce film, et c'est ça qui fait que j'ai pas du tout pu l'apprécier, qui m'a paru long, et qui m'a paru fouillis là aussi. Le problème, c'est que avec Logan, j'avais quand même des espérances, j'avais de l'espoir, et non. Et pourquoi en deuxième place? Bah justement, c'est un peu pour ça, quoi, parce que j'ai failli m'assoupir pendant le film, et ça c'est grave aussi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, ça apporte pas beaucoup de choses. On en était resté à Apocalypse, et je sens pas la continuité. Alors, il y a un personnage d'Apocalypse qui est repris, je crois, c'est tout, c'est l'albinos, là, ok.
Mais je sais pas pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Wolverine est ici? Pourquoi il est avec le professeur? Pourquoi le professeur tape des crises? Pourquoi il y a des mecs avec des bras robots? Pourquoi il y a encore des gens qui cherchent à s'en prendre aux mutants? Pourquoi il y a eu l'expérience de la nana et tout? Pourquoi? Il suffit pas de me raconter un truc qui se passe, et puis voilà, une histoire, c'est pas une histoire juste dans l'action, et juste dans quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il faut aussi me donner l'origine, il faut aussi me donner le futur. C'est un peu ce que je reproche aussi à Star Wars 7, c'est ce que je disais il y a pas longtemps dans ma critique, dans un retour dans un complément critique. Il disait un film qui raconte seulement un truc, sans te dire d'où c'est parti, et sans te dire vers où ça va aller, ça marche pas, et c'est un petit peu ça Logan. Alors il y aura forcément des fans du comics qui vont venir me dire mais t'y connais rien, ferme ta gueule. Bien sûr, j'invite ces gens-là à se manifester, bien entendu, d'accord, ok. Mais quand tu fais un film, ça veut dire qu'il faut adapter tout le comics et pas juste les parties qui t'arrangent. Parce que quand on regarde un film, on n'a pas forcément lu le comics avant et on va pas forcément le lire après non plus. Donc tu peux pas savoir quels sont les éléments qui ont créé les conséquences qu'apporte ce film. C'est ça le souci. Et bien sûr, élément majeur de ce film, la mort de Logan, qui est dans un sens hyper prévisible, n'est pas si surprenante que ça. C'est pareil aussi, j'ai pas compris le délire avec son clone. Ce sont autant d'éléments qui arrivent sur le tas comme ça sans vraiment être expliqués. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est aussi bas classé aussi, c'est que c'est quand même des films à potentiel là sur ce coup-là. Et vous verrez le premier aussi, c'est pareil. Des films à potentiel et on n'est pas allé chercher jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça qui me déplaît, mais là-dessus, c'est vraiment perso, c'est que moi, voilà, c'est sûr, c'est parce que beaucoup de gens vont l'adorer, beaucoup de gens n'auront rien à foutre qu'il soit dans ce classement et diront que c'est de la merde, mon classement. Peu importe, mais voilà ce que j'avais envie de dire, parce que il faut souvent aussi revenir un peu sur les films qui pêchent un peu. Et même si Logan est pour vous très réussi, je pense qu'il a quand même ses défauts. Pour moi, ils étaient trop importants. Pareil, la mort de Logan à la fin, empalé sur une souche, avec la nana qui fait un speech alors qu'elle a pas parlé pendant tout le film, qu'elle sait même pas parler l'anglais, et pourtant elle te ressort mais une citation mais énorme, à rallonge, d'un film qu'elle a vu une seule fois en tout début de récit. C'est un peu gros, là, faut pas déconner. La meuf, elle est en train de célébrer ses funérailles avec une phrase de 3 km qu'elle a vue qu'une seule fois dans un film. Insister sur l'émotion aussi, faut le faire correctement. Au bout d'un moment, je sais pas, quoi, je sais pas. Elle est pas du tout attachante, la gamine, j'ai pas apprécié. C'est autant de choses avec lesquelles j'ai pas adhéré. Et ce qui me dérange le plus, c'est de voir Hugh Jackman sortir par cette porte-là et dire au revoir à Wolverine de cette façon. Il y avait pour moi des milliers d'autres façons de le faire qui auraient été encore plus réussies, plus intensément réussies. Mais c'est uniquement ce que je pense. Voilà, je vais me cacher maintenant. Bon, et enfin, première play, là j'espère que vous seriez un peu plus d'accord, et je pense que là-dessus ça fait plus ou moins l'unanimité. C'est le massacre de Power Rangers, que j'attendais beaucoup aussi. Bon, voilà, le pire film de l'année, quoi. Mais c'est pas terminé non plus pour autant, parce que j'ai les mentions honorables, et là-dessus, il y a encore pire. Il y a potentiellement encore pire que Power Rangers, mais comme vous le savez peut-être, je suis pas resté jusqu'au bout du film pour en être sûr, donc je vous en parlerai dans les mentions honorables qui suivent tout de suite. Mais Power Rangers, c'est un film aussi à potentiel niqué. Télévision. Télévision, Power Rangers, là. Sauf que le pire, c'est que justement, la petite série jeunesse qu'il faisait était bien meilleure que ce film. Sur 2 heures de film, attendre 1h30 pour les voir en combinaison, non. Bryan Cranston, qu'est-ce que tu fous là? Non, ça fonctionne pas non plus. La nana dont j'ai oublié le nom, là, cette actrice qui est pas si mauvaise, qui joue dans Hunger Games, elle joue Effie, qui joue dans Spider-Man dans les premiers, là, le 1, le 2, le 3, elle joue Betty Brandt. Qu'est-ce que tu viens foutre là? T'es ridicule, t'es nul, on dirait vraiment que là c'est une actrice de série B. Le scénario est naze, l'origin story cherche à être intéressante, mais on s'en fout. C'était mal filmé, c'était pas propre, il y avait une caméra totalement dégueulasse en tout début, là je me rappelle, c'est une rotation dans une bagnole en mouvement, en pleine nuit, c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse, il y avait des vannes pas drôles, des moments gênants. Oh, les moments gênants, putain. Avec le robot à la fin qui tape une danse, là, leur robot Power Rangers. Je pense que même un public d'enfants allez, tu prends quoi, des enfants de 4 à 10 ans, n'aimerait pas le film, quoi. Concrètement, au bout d'un moment, s'il y a des scènes qui peuvent leur correspondre, il y a quand même aussi 1h30 de film où ça blablate, quoi. Où c'est super gênant, avec des dialogues foireux, des trucs pas drôles et pas intéressants à la fois. On passe quand même la majeure partie de ce film à dire « Les Power Rangers, vous êtes nuls, vous êtes pas assez forts, va falloir bosser, va falloir vous entraîner ». Là pareil, pour plus de détails, je vous invite à regarder ma critique, mais c'était une véritable catastrophe.
Et là, pour le coup, dans un sens, je suis quand même plutôt content qu'on n'en ait pas plus reparlé que ça. Voilà, Power Rangers, c'était très mauvais. On va s'arrêter là, c'est tout. Voilà donc pour ces 7 plays de 2017, le classement officiel. Et il est temps de vous parler des mentions honorables, c'est-à-dire les films qui ont pendant un moment fait partie de ce classement et ont été détrônés par d'autres, ou bien des films qui auraient largement mérité leur place dans ce classement, mais il n'y a que cette place, bien entendu, il n'y en a pas plus. Je regroupe donc essentiellement 5 films dans ces mentions honorables. Le premier, comme je vous l'ai dit, qui est peut-être même le pire film que j'ai vu cette année, étant donné que je suis sorti de la salle, c'est Le Sens de la Fête. Mais comme j'ai un petit peu de sens moral quand même, et que j'ai pas vu le film en entier, et que depuis j'ai même pas eu encore le temps de pouvoir voir sa suite et fin, je n'ai pas décidé de le mettre en première place, et j'ai laissé Power Rangers. Mais c'était véritablement odieux. C'était du cinéma, du grand n'importe quoi qui est venu retourner tout ce que les réalisateurs avaient voulu mettre en place dans leurs précédents films. C'est exactement ce que j'avais dit. Dans Samba, dans Intouchable, c'était beau, c'était constructif, ça incitait vraiment à la réflexion, au vivre ensemble et à l'ouverture d'esprit. Là, ici, on te montre des personnages en grande quantité qui font tout l'inverse. C'est-à-dire des personnages qui n'en ont rien à foutre de l'altruisme, qui cassent les uns les autres, qui sont jamais satisfaits. C'est franchement le stéréotype du français gueulard, du français bourgeois, bien tuné, qui est en colère contre tout le monde, qui est jamais satisfait de rien et qui se la pète de ouf. J'ai jamais vu autant de gens aussi hautains, aussi, mais... Ouais, je suis le meilleur, quoi. C'était véritablement un film indigne de Nakache et Toledano, voilà. À voir, j'espère que la fin est un peu mieux que ça quand même, finit un petit peu sur une note justement d'ensemble, voilà, enfin quand je dis ensemble c'est voilà, de tous nos personnages qui se réunissent et qui se rassemblent et qui essayent de s'écouter les uns les autres, parce que là j'avais affaire à un dialogue de sourds dans ce film. Personne ne s'écoute, c'est le bordel total, il n'y a aucune histoire, tout le monde se tire dans les pattes et personne n'a envie de faire avancer les choses. Je suis quand même sorti au bout de quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure je crois, voilà, première demi-heure, et en une demi-heure je n'ai pas vu une seule situation initiale. J'en ai pas vu une seule. J'ai vu un grand foutoir de n'importe quoi dont personne, aucun personnage, aucun membre de l'équipe du film n'avait envie de résoudre le problème. Il y avait quelques micro-intrigues qui commençaient à se mettre en place, mais j'en avais rien à foutre parce que c'était déjà mort pour moi. Voilà. Donc prenez bien en compte qu'il fait partie des mentions honorables, mais il est potentiellement en première place également. Quant au reste, c'est un petit peu moins mauvais, mais ça reste quand même vraiment pas terrible du tout et vraiment naze, hein, à fuir quand même. On a donc Life Origin 1 inconnu, qui n'est ni plus ni moins qu'un très mauvais remake d'Alien, une très mauvaise redite avec beaucoup moins de budget. On avait un Ryan Reynolds qui était là pour faire coucou, pour cachetonner et pour être à l'affiche. C'était un peu pareil aussi avec Jake Gyllenhaal. C'est juste la fin qui était intéressante, c'est tout. Mais bon, après c'est une fin digne d'Alien aussi, il n'y a rien de fou. Et l'alien est chiant, c'est une espèce de serviette volante, un espèce de drap. C'est un petit drap qui flotte. C'est un parasite, je dis pas, c'est bien construit par instant, hein. Mais tu vois la même chose dans Alien. Tout le monde a gueulé sur Alien Covenant cette année, mais t'accordes des films comme ça, bon là, voilà, heureusement personne n'en a parlé non plus. Mais comment ça peut encore exister, quoi, c'est ce genre de film? Tu prends un alien dans un vaisseau spatial qui essaie de digérer tout l'équipage. Il y a les mêmes courses-poursuites, les mêmes plans où il s'introduit dans les conduits, et eux ils sont là avec leurs armes à attendre qu'ils surgissent d'un coin ou d'un côté, et quand il leur tire dessus, ils pensent l'avoir eu, et en fait non, il est caché dans l'espace, et il s'est réintroduit dans la cabine pour bouffer le dernier. Enfin, c'est pareil, quoi, au bout d'un moment, merde les gars, quoi. À bras ouverts, bon, est-il besoin d'en parler de celui-là? Là, ça commence à être chaud aussi, là, c'est vrai, j'avoue que ce film... Après, c'est vrai que beaucoup de gens disent, oui, il y a un message raciste ou quoi, mais... Là où je vais peut-être être un petit peu plus indulgent, c'est que il l'assume pas. Clairement, c'est le genre de film qui essaye de te dire le contraire. Alors certes, c'est hyper maladroit, ça fonctionne pas, et tes personnages restent vachement trop ambigus. Beaucoup trop ambigus pour te dire que c'est... Mais ça reste n'importe quoi quand même. C'est chier sur le tas, c'est incompréhensible, c'est beaucoup trop appuyé, beaucoup trop gros. C'est là qu'on a vraiment la dimension d'Annie Boone qui vient un peu se greffer sur ce genre de comédie. Et voilà. Là où j'ai plutôt apprécié Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et je vois que plus ça va, plus je vois de gens qui sont pas du tout satisfaits de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est de l'autodérision sur le racisme. Attention. Et je pense qu'on parle très peu de racisme aussi dans... C'est beaucoup plus de vivre ensemble justement, et d'autodérision, des religions qui se clashent entre elles, des mecs de couleur de peau qui se clashent entre eux, mais toujours sur une note de mec on déconne, on est là justement pour insister sur le fait que puisqu'on se clash, c'est aussi parce on aime ça être ensemble.
que là, ce genre de film-là, c'est plutôt... c'est un peu malaisant, quoi. C'est gênant. Si tu te dis, ouais, il y a les problèmes de communauté dans notre politique, dans notre société, et qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'il faut faire aussi, et, ouais, des fois, tu te dis, bon, c'est gênant, c'est délicat, quoi. Fais un film sérieux si tu veux pas, si tu veux parler de ça. Je pense que la comédie s'y prête difficilement. Annabelle, la création du mal, qui est une des plus grosses déceptions de cette année. Alors là, lui, longtemps j'ai hésité à le mettre en septième ou sixième place parce que... Alors là, c'est clair que bon, là pour le coup, ça prend moins de risques. Putain, à quelle heure ce film a pris un risque, quoi? À quelle heure ce film a quelque chose de plaisant? Alors il fait peut-être un peu peur, heureusement, mais on n'a pas avancé d'un poil, hein. L'intrigue autour d'Annabelle n'a pas du tout avancé. Et en plus, il y avait des putains d'éléments dans ce film et jamais on a voulu les exploiter. Ça, c'est la même chose, hein. Le film commence avec un fabricant de poupées qui fabrique Annabelle et tu vois qu'il y en a plusieurs. Tu m'expliques pourquoi à aucun moment dans ton film tu n'as fait une scène avec une pièce sombre où tu as des dizaines de Annabelle et tu te poses la question de savoir laquelle est la mauvaise, enfin la pire, quoi, l'Annabelle hantée. T'as un fabricant de poupées, s'il te plaît. Tu pourrais avoir des dizaines de Annabelle dans ton film, des trucs tout autour et te dire putain mais laquelle est la vraie, laquelle doit être flippante et jamais on joue là-dessus. On te fait toujours la même origin story, voilà, qui commence un peu à être redondante avec la petite fille qui est morte, donc la famille a créé une poupée et a autorisé la petite fille à hanter la poupée pour qu'elle puisse rester auprès d'eux. Mais oui, mais tout ça, mais c'est hyper prévisible mon pote, ça change rien. Et puis après il y a un groupe d'orphelines qui va arriver, mais bon, mais je veux bien que ce soit du cinéma d'horreur, mais faites pas trop classique, quoi. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on a reproché au premier Annabelle. Il était hyper classique, en plus de pas être vraiment très horrifique, hein. Il était plus vraiment dans du suspense et dans des scènes de terreur qui s'étiraient, mais il n'y avait jamais la conclusion totale, il n'y avait jamais l'aboutissement du jumpscare qui arrivait, c'était un peu lent. Là, au bout d'un moment, faut arrêter d'être classique comme ça, quoi. Les Conjuring sont déjà beaucoup plus qualitatifs, quoi. Donc, si tu veux rendre Annabelle qualitatif, va pas falloir stagner et ronronner. Il faut aussi, voilà. Il y a des putains de bons éléments dans le film qui jamais ne servent. Donc en effet, après, c'est le quatrième film de cet univers autour de Conjuring. Et si les premiers Conjuring ont été bons, si Annabelle, le premier du nom, a essayé quelque chose qui s'est complètement ramassé, là, je me suis dit, avec Annabelle, la création du mal, on a fait quelque chose de très classique, très cahier des charges. Vraiment, histoire de refaire un autre film, histoire de prolonger cet univers, mais vraiment pas nécessaire pour autant. Et enfin, le tout premier film de cette année que j'ai eu l'occasion de voir, la toute première critique de 2017. Il s'agit donc du biopic de Dalida, qui m'a pas mal déçu, qui était intéressant, qui avait un parti pris plutôt risqué et riche malgré tout, mais qui n'était c'est pas un film fait pour les novices, c'était vraiment un film fait pour les mecs qui connaissent Dalida, pour sa catégorie de fans. Mais si t'as envie de découvrir Dalida en passant par ce film, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Tu vois pas vraiment la carrière de l'actrice, de la chanteuse, on en parle très peu, et c'est un film beaucoup trop sombre, autour d'une Dalida qui était toujours en dépression, avec beaucoup de tragédies qui lui tombaient sur le coin du nez, etc. Et je sais que c'est la vie de la chanteuse et de l'actrice, mais c'était profondément noir, jusque dans la lumière, jusque dans les décors, le cadre du film qui était vachement gris, des appartes, dans ces appartes où c'était vraiment sombre, elle vivait dans le noir, c'était vraiment triste. Et moi, quand je vois Dalida à la télé, tout ça, quand il repasse des vieilles images, des vieilles émissions ou quoi, j'ai pas le sentiment de voir cette femme-là. On a négligé aussi une part importante, je pense, de la jeunesse de l'artiste, chose qui aurait pu être aussi intéressante. Voilà, c'est souvent ça aussi qu'il faut mettre en avant dans un biopic. Il faut partir du point de départ qui est l'enfance ou la jeunesse, l'adolescence du personnage. Mais au bout d'un moment, si le film a raté toutes ces étapes, ça veut dire qu'il insiste sur quelque chose en particulier. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit, c'est la tristesse de Dalida. Mais ce n'est qu'un élément pour moi de ça, ou alors je sais pas, ou alors peut-être que c'est vraiment le truc vraiment important et que toute sa vie était comme ça. Le problème c'est que voilà, je ne sais pas, je suis pas sûr d'avoir vu toute la vie de Dalida. Je suis pas sûr qu'on m'en ait fait un résumé très concentré et très complet. C'est ça un peu le délire. Puis comme je l'avais dit aussi, le montage était particulier. On commence au milieu, on revient au début, puis après on revient à la fin, on repart du milieu. Enfin, c'était très compliqué, hein. C'était pas un biopic linéaire partant du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. C'était vraiment tac 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 tac, hein. Donc voilà, c'est terminé pour cette cérémonie des 7 plays de 2017. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine, en 2018, pour encore plus de mauvais films, encore plus de pourriture et encore plus d'étrons dans le cinéma hollywoodien ou dans le cinéma français ou même partout ailleurs.
Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette cérémonie des 7 plays de 2017, la seconde. Merci à vous de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour les 7 merveilles de 2017, qui est donc l'exact opposé de cette cérémonie. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.